je l'ai convaincu qu'il fallait pivoter sur Bitcoin. Parce que je voyais Bitcoin grossir, se développer, devenir vraiment très prometteur. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de se consacrer à Bitcoin. J'ai eu le white paper en 2008. J'ai commencé à comprendre que ça allait vraiment marcher en 2011. Si je me souviens bien, c'était en mars, où il y a eu vraiment un pic suite à un article dans Forbes Magazine. Et là j'ai compris que effectivement, là, ça allait être énorme en fait. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comprendre Bitcoin. Je suis Alexandre Roubaud, cofondateur et CEO de Bitstack, la première application en France qui permet d'épargner et investir dans le Bitcoin sans aucun effort. Aujourd'hui, nous allons aborder une facette fascinante de Bitcoin, le lien et ses liens entre Bitcoin et l'énergie, l'information et aussi son potentiel en tant que monnaie alternative dans le contexte économique actuel. Pour l'occasion, j'ai l'honneur d'accueillir un pionnier, c'est le cas de le dire, on en parlera, et expert du Bitcoin en France, Pierre Noisa. Tu es cofondateur et CEO de Paymium, tu es aussi essayiste et l'auteur du livre « L'énergie face cachée de la monnaie », on va aussi en parler. Et sans plus attendre, on peut démarrer. Bienvenue, et est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Merci Alexandre pour ton accueil. Donc je suis Pierre Noisa, je suis fondateur effectivement de Paymium, la première plateforme française en 2011. Donc je suis venu à Bitcoin par la cryptographie. Donc en fait, mon parcours d'ingénieur dans les années 90, bon, c'était il y a bien longtemps. J'ai commencé à étudier aux États-Unis déjà à Columbia, à New York, la finance. Donc là, j'ai découvert ce que c'était que les mécanismes financiers, la monnaie. Donc j'ai commencé à m'interroger, trouver qu'il y avait des choses bizarres ou qu'on pouvait améliorer en tout cas. Et dans le même temps, en parallèle, j'ai découvert la cryptographie professionnellement parce que je travaillais sur des systèmes de paiement, des systèmes de télévision et en particulier donc de télévision à péage qui nécessitent des systèmes de paiement et de cryptage. Donc on travaillait avec une société israélienne spécialisée et c'est là que j'ai découvert, j'ai côtoyé des cryptographes et je me suis intéressé au sujet. J'ai commencé à lire un bouquin fameux de Bruce Schneier qui s'appelle Applied Cryptography, qui est vraiment la base, une lecture que je recommande d'ailleurs à tout le monde, qui n'a pas vieilli. Voilà, donc c'est depuis les années 90 que j'avais cet intérêt pour la crypto. Donc je m'étais, à mesure que sur Internet, il y avait des gens qui échangeaient sur le sujet, je me suis greffé dessus. Du coup, j'ai eu le white paper en 2008. Donc, effectivement... tu l'as eu en avant-première, entre guillemets. Voilà, très tôt. Je l'ai lu, et quand je l'ai lu, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose de très intéressant. Mais par contre, ce que j'ai pas vu immédiatement, c'est le succès que ça pouvait avoir après. Le succès, j'ai commencé à comprendre que ça allait vraiment marcher en 2011, en fait. Vraiment, en 2011... 2010, on voyait que ça commençait à frémir et des choses qui se passaient qui étaient intéressantes, mais ça restait un projet comme on a beaucoup, donc on ne pouvait pas imaginer que sur le plan pratique, ça allait vraiment déboucher sur ce que c'est aujourd'hui. Et en 2011, il y a eu un premier pic, si je me souviens bien, c'était en mars, où il y a eu vraiment un pic suite à un article dans Forbes Magazine. Et là j'ai compris que effectivement là ça allait être énorme en fait, parce que le truc marchait. Et le truc, comment les gens commençaient à s'échanger, il y avait vraiment quelque chose de très intéressant et c'est là que j'ai décidé de m'y consacrer beaucoup plus. Donc fondation de Paymium en fait au début sur l'idée de proposer une innovation dans le domaine des paiements avec un brevet. Et ensuite on a rapidement découvert avec mon associé Gonzague Ganval que en fait je l'ai convaincu qu'il fallait pivoter sur Bitcoin parce que je voyais Bitcoin grossir, se développer, devenir vraiment très prometteur alors que vraiment, sur les systèmes de paiement, il y avait une inertie en fait incroyable. Donc, une start-up aurait du mal à avancer. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de se consacrer à Bitcoin. Et assez naturellement, en 2011, c'était l'exchange qui était le service le plus naturel à proposer parce que c'était assez difficile de se procurer des bitcoins, honnêtement, à cette époque-là. C'est ça sur lequel je voulais rebondir pour que les gens visualisent le contexte du bitcoin en 2011. C'est quoi concrètement il y a le bitcoin, ça existe, il y a des gens qui se l'échangent, mais il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de plateforme. T'as MTGOX en gros comme plateforme, donc une plateforme qui interroge un petit peu parce qu'elle est au Japon, il y a qu'un seul gars derrière, tout ça, donc on se dit c'est pas très solide en fait. Si tout le monde y va, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Il y avait aussi
BTCE, TradeHill, enfin des plateformes qui ont toutes disparu d'ailleurs. Ouais. Donc on s'est dit il faut faire quelque chose peut-être en Europe. Voilà, on va faire quelque chose en Europe. Et on a démarré donc sur quelque chose qui s'appelait Bitcoin Central à l'époque, qui était un peu embryonnaire, qu'on a complètement refondu et qui a été relancé en fait sous le nom de Paymium en 2014. Donc, jusqu'en 2014, on était sous le nom de Bitcoin Central. Ok. Voilà. Et donc, et d'ailleurs, qui n'a peut-être pas changé, mais Paymium en quelques mots, plateforme qui permettait aux gens d'acheter du Bitcoin tout simplement. Voilà, c'est vraiment comme MTGOX, de la mise en relation entre des acheteurs et des vendeurs. On n'est pas courtier, c'est pas nos coins qu'on vend, c'est des gens qui s'échangent vraiment comme une bourse. Une bourse il y a un carnet d'ordre avec des acheteurs et des vendeurs. C'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle une infrastructure de marché. C'est-à-dire que c'est là où se forme le prix du Bitcoin. C'est sur ces plateformes-là, comme Paymium, que se forme le prix du Bitcoin. Parce que sans ces plateformes-là, les courtiers n'auraient pas de prix. Les courtiers, eux, ils vendent au prix qu'ils observent sur les plateformes. Un courtier, c'est un intermédiaire de plus, en fait, entre un acheteur et un vendeur, mais qui peut être utile, hein, bien sûr. Mais nous, on est vraiment sur la mise en relation, sur de l'intermédiation directe entre acheteur et vendeur. Ok, très bien. Pour rappeler, puisque le prix du Bitcoin est déterminé par l'offre et la demande, et donc ce carnet d'ordre qui est géré avec les acheteurs et vendeurs. Petite parenthèse, entre guillemets, mais comme je te disais en off, c'est la question que j'aime bien poser à tout le monde. Est-ce que tu pourrais réexpliquer, parce qu'on a la même question à chaque fois, à chaque épisode, mais c'est toujours intéressant d'avoir du point de vue de chaque invité. Pour toi, qu'est-ce qu'est le Bitcoin? Comment tu définis le Bitcoin? C'est une question très importante parce qu'en fait, elle permet de répondre à une autre question qui est d'où vient la valeur du Bitcoin. C'est ça. Et si on n'a pas une réponse à cette question, en fait, on peut même pas parler de Bitcoin. Il y a des gens qui vont me dire c'est pas une monnaie. Alors déjà, ils le définissent en négatif en me disant ce que c'est pas. Donc, on va pas dire que c'est. Donc, moi, je réponds très simplement à cette question en disant que c'est un réseau de paiement. Donc, réseau de paiement, qu'est-ce que c'est qu'un réseau de paiement du coup? Parce que si on dit que c'est un réseau de paiement, qu'est-ce que c'est qu'un réseau de paiement? En fait, c'est un pont entre des gens qui veulent s'échanger de la valeur. Un système de paiement, c'est essentiellement ça. Donc, j'ai quelque chose à vendre et le système de paiement, ça va permettre à la transaction de se réaliser en envoyant un paiement à la personne qui a quelque chose à vendre. Donc, c'est vraiment un élément essentiel dans l'économie. Et donc, quand je dis que c'est un pont, c'est pas tout à fait par hasard. C'est parce qu'en fait, c'est un pont, c'est une infrastructure. Donc, pour moi, un réseau de paiement, c'est une infrastructure informatique, puisqu'on est dans un monde numérique où les paiements se font en numérique. Donc, c'est comme un pont. Et imaginons un pont où il faudrait une carte de passage, il faudrait montrer sa carte de passage pour l'utiliser. Bon. Et qu'il y ait un nombre limité de cartes de passage, parce que le pont a une capacité limitée, etc. Enfin, pour toutes sortes de raisons, il n'y a que 21 millions de cartes de passage. Bah, évidemment que cette carte aurait une valeur, puisque le pont a une utilité, donc la carte, pour passer sur le pont, a une valeur. Et les bitcoins, c'est exactement ça. Il faut avoir des bitcoins pour utiliser le pont qu'est Bitcoin, parce que sans bitcoin, je ne peux pas utiliser l'infrastructure. Et c'est ça qui donne la valeur au Bitcoin. C'est vraiment comme un droit de passage, un droit d'usage de l'infrastructure. Donc j'insiste toujours là-dessus parce que si on n'a pas ça, on a par exemple l'objection en disant il n'y a pas de dividende, c'est pas une société, il n'y a pas de dividende, il n'y a pas de revenus. Bah, oui, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de valeur. Donc la carte, le pont avec les systèmes des cartes de passage, il génère pas de revenus puisque les cartes s'échangent indépendamment éventuellement de celui qui a. En général, celui qui a créé le pont va vendre les cartes au début, mais après elles vont s'échanger librement. Et à mesure que plus il y a de gens qui voudront utiliser le pont, plus la carte aura de la valeur. Donc c'est exactement ça qu'on observe avec Bitcoin, puisqu'il y a cette quantité limitée de Bitcoin en circulation, ces droits d'usage étant en quantité limitée, et l'usage allant augmenter, bah, la valeur va augmenter. Ouais. Donc c'est un peu tout ça qu'il faut comprendre pour comprendre comment est construit Bitcoin, il me semble, sans partir sur des fausses idées ou des fausses objections comme ce qu'on entend aussi, s'il n'y a pas de valeur intrinsèque. Hein. Bon, la valeur intrinsèque, entre nous, c'est une notion économique qui est très contestable. Bon, moi, j'ai coutume de dire qu'elle n'existe pas, puisqu'on peut trouver plein d'exemples de choses qui ont une valeur dans un certain contexte. La valeur est liée au contexte et n'est pas absolue. Donc la valeur intrinsèque, qui serait une sorte d'absolu de la valeur, n'existe pas. Et alors, n'hésite pas à me corriger si je me trompe, mais pour résumer un peu ce que tu dis, c'est un réseau de paiement qui a une utilité. Pour utiliser ce réseau de paiement, il y a un jeton natif qui est le Bitcoin, qui est utilisable dans le réseau Bitcoin. C'est ça. Que les gens disent, voilà, qui
qui permet d'échanger de la valeur et de stocker et d'échanger de la valeur. Et la particularité de ce réseau de paiement, vu qu'il a son propre jeton, c'est qu'on émet, et c'est là où potentiellement les notions de monnaie, on en parlera je pense après, sont introduites. On émet une monnaie qui est ce jeton Bitcoin, et ce qui est intéressant, c'est qu'il a une offre fixe, et donc voilà, pour que les gens comprennent pourquoi il y a un cours, il y a une valeur qui est attribuée à ce jeton, vu que l'offre elle est fixe, qu'il y a une demande croissante puisqu'il faut utiliser le jeton Bitcoin pour s'envoyer de l'argent. C'est ça. Le prix monte, en tout cas, il y a une tendance haussière. Ok, top. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc justement, dans ton livre qui est l'énergie face cachée de la monnaie, tu couvres justement ce lien qu'il y a entre Bitcoin et l'énergie. Et je pense que ça va être un concept qui est complètement nouveau parce que c'est vrai que souvent les gens s'attardent plus sur le prix ou l'aspect plus. Alors maintenant, on essaie d'introduire le sujet épargne, investissement, Bitcoin, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a aussi toute une infrastructure autour du Bitcoin. Les gens entendent parler beaucoup, je redonne un peu le contexte, mais de ce qu'on appelle les mineurs. Et voilà, ça va rentrer dans tout ce sujet-là, dans tout ce contexte-là. C'est ce que tu abordes, en tout cas, donc le lien entre l'énergie et la monnaie dans ton livre. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer dans les grandes lignes de quoi parle le livre? Et après, j'ai des questions un peu plus précises, mais peut-être pour que les gens qui nous écoutent, de quoi parle le livre et qu'est-ce que tu introduis comme sujet, quel sujet tu couvres dans ce livre-là, justement? Alors effectivement, le livre parle d'énergie, hein, essentiellement. C'est ça le sujet principal du livre, avec son corollaire qui est l'entropie. Bon, alors, je vais expliquer ce que c'est que l'entropie, mais essentiellement on parle d'énergie, donc de science de l'énergie. Pourquoi? Parce que l'énergie, c'est un sujet qui est omniprésent en fait dans les discussions de plateau, le débat public, ce qu'on appelle le débat public, notamment autour de l'environnement, les sources d'énergie, quelle énergie utiliser, etc. Donc j'ai trouvé utile de rappeler les bases, parce que quand j'entends les débats, effectivement, on a des choses absolument surprenantes et surtout une instrumentalisation du sujet à des fins politiques qui fait que les gens disent n'importe quoi. Bon, pour faire court. Donc j'ai dit, au moins, si on rappelle les bases, les gens pourront continuer à dire n'importe quoi, mais au moins on saura que c'est n'importe quoi. Donc au moins ceux qui ont lu le livre. Alors l'énergie, en fait, ce que j'ai découvert en tirant le fil de Bitcoin, c'est l'énergie, parce qu'en fait, quand on s'intéresse à Bitcoin, on est amené à s'intéresser au protocole, donc la preuve de travail. Preuve de travail, c'est preuve d'énergie, puisque le travail, c'est une forme d'énergie. Et donc, on commence à tirer le fil du sujet. Et j'ai coutume de dire que le rabbit hole de l'énergie est encore plus grand que le rabbit hole de Bitcoin. En fait, le rabbit hole de Bitcoin, c'est juste une niche dans le rabbit hole de l'énergie, tellement le sujet de l'énergie est vaste. Parce qu'en fait, l'énergie est partout. Elle est invisible, on la voit pas en général. Elle peut se voir si c'est de la lumière. La lumière est une forme d'énergie. Donc dans ce cas, on la voit, mais il y a plein d'autres cas d'énergie électromagnétique, par exemple, où on la voit pas. Et la matière, par exemple, est une forme d'énergie. On découvre ça aussi quand on s'intéresse au sujet. On s'aperçoit que depuis Einstein, qu'il a posé son équation E égale mc2, on a découvert que, en fait, la masse, il y avait une équivalence entre masse et énergie. Donc en fait, tout ce qui a une masse, tout ce qui est solide, comme un objet, comme ce micro, c'est une forme d'énergie. En fait, c'est une forme condensée de l'énergie. Donc on a toutes ces notions qu'on finit par se rendre compte que c'est un sujet vraiment très très intriguant. Et en fait, en s'intéressant au sujet, on explique aussi, c'est ça qui devient intéressant, on explique les comportements humains et le comportement des sociétés humaines. Alors, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans le livre. Ok, super intéressant. On va essayer de creuser ça ensemble. Alors là, pour redonner dans le contexte du Bitcoin, mais en extrapolant justement la partie Bitcoin pure, il y a un lien entre l'énergie et la monnaie. Est-ce que tu peux expliquer justement ce que ça nous permettra ensuite d'introduire Bitcoin, puisque Bitcoin est potentiellement en tant qu'alternative de monnaie, mais déjà quel est le lien entre l'énergie et la monnaie? Tout à fait. Alors la monnaie numérique en tout cas, je parle de la monnaie numérique, on va passer rapidement sur la monnaie métallique, l'or et tout ça, tout le monde connaît les histoires. L'or, comme je viens de l'expliquer, c'est une pièce de monnaie, c'est un objet physique, donc c'est de l'énergie concentrée. C'est un stock d'énergie. Là, on va parler d'énergie sous forme, de la monnaie donc en numérique. Donc numérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de l'information. C'est plus un stock d'or, un stock d'énergie comme une pièce d'or, c'est une information. Or, une information, ça a une équivalence avec un domaine donc qu'on découvre dans la science de l'énergie, qui est l'entropie. Qu'est-ce que l'entropie? C'est en gros notre incertitude par rapport à l'évolution de l'environnement. Donc une information, c'est quelque chose qui réduit notre entropie. En gros, si je vais prendre un train, je reçois une information qui me dit qu'il y a des perturbations sur la ligne, du coup mon incertitude sur mon heure d'arrivée a diminué parce que j'ai l'information. Si je prends le train sans rien savoir,
fait, j'ai une incertitude, je suis pas sûr d'arriver à l'heure, et du coup, voilà, bon, celui qui a l'information a moins d'entropie, moins d'incertitude. Donc c'est ça l'information. Donc quand on parle d'entropie, c'est pas mystérieux, c'est l'inverse de l'information. En fait, l'entropie, c'est un manque d'information. Et la monnaie, donc, c'est une information. C'est une information sur le prix des choses, essentiellement. C'est-à-dire que je vais pouvoir échanger un bien physique, comme ce micro, avec quelqu'un, en échange d'une certaine quantité de monnaie. Donc, cette quantité de monnaie définit le prix de cette chose. Donc, en gros, ça permet de réduire l'incertitude sur quelle est la valeur de ce truc. L'information, quand elle est organisée comme dans un système monétaire, c'est vraiment quelque chose qui réduit l'entropie de la société, tout simplement. Ça réduit l'entropie de la société. Donc, c'est quelque chose de... Qu'est-ce que ça fait de réduire l'entropie? En fait, ça fait gagner de l'énergie. Donc, en fait, il y a une équivalence entre information et énergie, parce que quand j'ai une information, je peux économiser de l'énergie. Si j'ai une information, par exemple, je prends l'exemple souvent de la charrue, qui a été inventée il y a bien longtemps, pour rester sur des choses vraiment très anciennes. Quand on a commencé à savoir construire une charrue, on a économisé de l'énergie, parce qu'avant on utilisait un outil, on n'avait pas l'effet de levier de la charrue, on pouvait pas mettre un bœuf devant pour tirer la charrue, donc on était limité, on dépensait beaucoup d'énergie pour faire la même chose. Pour cultiver un champ, l'énergie humaine qui était mobilisée était beaucoup plus grande avant l'invention de la charrue. Donc la connaissance, l'information, la découverte, la science, ça permet d'économiser de l'énergie. C'est la première chose que ça permet. L'autre chose que l'information permet, et ça c'est là où un système monétaire le permet, c'est de libérer de l'énergie, c'est-à-dire permettre à un échange de se faire. Sans un système monétaire, il y a beaucoup d'échanges qui se feraient pas parce qu'on serait dans un mode de troc dont on en a parlé souvent, coïncidence des besoins, etc. Le truc est, les gens n'ont pas les choses au même moment. Donc, sans un système monétaire, l'échange ne se fait pas. Et du coup, avec le système monétaire, on libère énormément d'énergie parce qu'on va pouvoir libérer tous ces échanges qui autrement ne se feraient pas. Donc, c'est ça l'autre possibilité qu'on a avec l'information, c'est de libérer de l'énergie, soit économiser, soit libérer. Dans le cas d'un système monétaire, on est plutôt dans la logique de libérer de l'énergie, permettre l'échange de se faire, mais aussi d'économiser, parce que comme on permet un échange de se faire à distance, notamment avec une monnaie numérique, donc, on n'a pas besoin de déplacer aussi certaines choses, on a besoin de se déplacer physiquement, par exemple, dans une boutique, on va pouvoir recevoir juste le bien qu'on a acheté chez soi dans la vente en ligne. Donc, en fait, on comprend du coup l'équivalence, l'importance de l'information, parce que l'information va se traduire en une économie d'énergie. Ok, et une autre question pour pouvoir aussi, encore une fois, avant qu'on parle vraiment Bitcoin, on fait le lien du coup entre énergie et système monétaire. Pour toi, c'est quoi le problème, soit vis-à-vis d'énergie ou de manière générale, avec le système monétaire actuel? Alors, ça nous ramène à la définition, qu'est-ce que c'est que Bitcoin? On a dit c'est un système de paiement. En fait, l'euro, c'est aussi un système de paiement. Donc, en gros, quand les gens vous disent « Ah ouais, mais la monnaie, c'est l'euro, c'est régalien, machin », enfin, tous les grands mots qui sortent en général quand ils parlent de l'euro, non, en fait, l'euro, c'est juste un système de paiement. Fondamentalement, la seule différence entre l'euro et Bitcoin, c'est qu'on est obligé d'utiliser le système de l'euro. C'est-à-dire qu'il y a un système étatique qui t'oblige à utiliser l'euro pour payer tes taxes, pour payer un salaire. Si tu es entrepreneur, tu sais que tu dois faire virer les salaires donc par les euros. On te l'impose. En fait, on dit les gens ont confiance dans l'euro, c'est pas vrai. Ils sont juste obligés de l'utiliser. Donc la question de la confiance ne se pose pas quand tu n'as pas le choix. Donc c'est déjà un premier mensonge, c'est l'histoire de la confiance. Quand les gens vous disent les gens ont confiance dans l'euro, la question ne se pose pas en fait. Si t'es dans une dictature, on ne demande pas si t'as confiance dans le gouvernement, t'as pas le choix. Donc la question de la confiance, le préalable à la question de la confiance, c'est le pluralisme. C'est pour ça que je défends l'idée du pluralisme monétaire, parce qu'à partir du moment où il y a le choix, on va faire confiance davantage à Bitcoin ou davantage à l'euro. Et il y a des gens, moi je respecte, qui feront confiance à l'euro, ils ont confiance dans le gouvernement. Il y a des gens qui ont confiance dans le gouvernement, quand même, en 2024, c'est extraordinaire, mais c'est le cas. Donc, moi, personnellement, j'ai quelques doutes, et je préfère un système qui est régi par des lois mathématiques. Donc, effectivement, j'ai confiance dans les mathématiques, j'ai pas confiance dans des gens qui s'occupent de la monnaie, a priori, parce que je les connais pas, ils sont pas élus, etc. Donc, voilà. Donc, c'est un peu tout ça, effectivement, qui vient avec la question de qu'est-ce que Bitcoin, qu'est-ce que l'euro, quel est le problème de l'euro? Le problème, on vient de le poser, c'est le manque de pluralisme, c'est le monopole. En général, un monopole, économiquement, c'est pas bon. C'est rarement bon, en tout cas. La concurrence, c'est plutôt salutaire. Le monopole peut avoir un sens, dans certains cas très très particuliers, notamment un réseau électrique. Un réseau électrique, faut le balancer, faut l'équilibrer. Si
tout le monde fait n'importe quoi sur le réseau, ça peut poser des vrais problèmes techniques. Bon, un réseau électrique, on peut m'expliquer qu'ils font un monopole. Le train aussi, hein, il n'y a qu'un seul rail qui passe. Donc, est-ce que le monopole peut faire sens? Ce qu'on appelle les monopoles naturels en économie, tu sais. Dans le cas de la monnaie, il n'y a aucune raison. Mais aucune. On peut m'expliquer ce qu'on veut. Aujourd'hui, dans un monde numérique, il n'y a aucune raison d'un monopole de la monnaie. Et c'était peut-être le cas à l'époque des pièces d'or, peut-être. Parce qu'il y avait un sceau sur la pièce. Et c'est vrai qu'il y avait plein de sceaux différents, les gens s'y retrouveraient pas, etc. Donc, vous pouvez m'expliquer ça à l'époque des monnaies métalliques. Aujourd'hui, en 2024, un monopole de la monnaie, je vois pas. Et souvent, pour rebondir, parce ce qu'on apprend en économie, c'est justement l'un des avantages d'avoir un marché compétitif, donc pas de monopole, c'est que ça incite l'innovation. Et du coup, pour simplifier, pour les gens qui nous écoutent et conclure, c'est ce qui nous permet d'arriver au meilleur produit ou au meilleur service. Et au meilleur coût. Et au même coût, voilà. Donc, à la fois réduire les coûts ou à coût constant, de finir avec un produit qui apporte plus de valeur. C'est ça. Et pour faire le lien du coup avec la monnaie, ça amène à la question. Donc, si on se projette sur un système où les monnaies sont en compétition, quelles sont les comparaisons entre l'euro et le Bitcoin et en quoi Bitcoin est potentiellement une meilleure solution? C'est là où c'est assez dévastateur en fait pour l'euro, parce que ce que les gens savent pas, c'est le coût de l'euro. Hein, souvent, tu entends parler de la consommation énergétique de Bitcoin. C'est une espèce d'obsession. J'ai des gens qui d'ailleurs ont aucune question sur la consommation énergétique du minage de l'or. Bizarrement, ils sont focalisés sur le Bitcoin. Alors que l'or, juste pour prendre un exemple, il y a une mine d'or en Afrique du Sud, je crois, qui extrait, mettons, 20 tonnes d'or à peu près par an, si tu veux. Elle est à 4 km de profondeur, cette mine. Et à 4 km de profondeur, la roche elle est à 60 degrés. Donc t'imagines les conditions de travail des mineurs là-dedans. Il y a eu des morts, il y a eu 30 morts il n'y a pas longtemps, dans les années 2020, il y a eu une explosion. Enfin, donc il y a des gens qui meurent dans les mines d'or, tu vois. Mais non, leur focus à ces gens, c'est le minage de Bitcoin qui n'a jamais tué personne et surtout qui permet à des tas de gens dans des zones défavorisées de se familiariser avec l'informatique. Tu vois, les employés dans les usines de minage, en Afrique par exemple, mon ami Sébastien Gouspiou qui a exploité des choses au Congo, il a formé des jeunes localement à l'informatique parce qu'il fallait opérer localement le truc. Donc sur l'impact social et environnemental, je dirais il n'y a pas photo. Évidemment, Bitcoin est préférable à l'or qui est pourtant stocké par les banques centrales en grande quantité, mais les banques centrales ne font pas d'études sur la consommation énergétique de l'or et le coût énergétique de l'or. Donc le premier coût de l'euro et de ce système, donc c'est le coût énergétique. Il est en gros, c'est faramineux parce que le coût. Alors on va parler déjà du coût monétaire à l'échelle mondiale des systèmes de paiement traditionnels par rapport à Bitcoin. Par rapport à Bitcoin, le coût du minage, la rétribution des mineurs pour faire tourner le réseau, c'est à peu près 200 millions de dollars par an. Enfin, si on prend un coût vraiment très très approximatif, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Sur les monnaies traditionnelles, on est à 2000 milliards. Donc on est sur des rapports qui sont 2000 milliards, donc c'est sans commune mesure avec le coût de Bitcoin. Et pourquoi ces 2000 milliards? C'est parce qu'il y a un monopole. Enfin, s'il y avait la moindre concurrence, évidemment que ces coûts n'existeraient pas. Sans parler de la performance. Bon, puisque la performance, c'est quoi? Ça veut dire que tu fais un virement un jour férié, non, il faut attendre le lendemain. Si c'est le week-end de Pâques, c'est 4 jours. Donc, c'est évidemment pas comme ça qu'il faut faire les choses en 2024. Donc la comparaison entre l'euro et les crypto-monnaies, parce que là-dessus, je pourrais rajouter, là pour le coup, les autres crypto-monnaies font un job à peu près comparable en matière de paiement, pas en matière de sécurité, mais en matière de paiement, font un job à peu près comparable à celui de Bitcoin, c'est qu'ils font le travail pour un coût vraiment dérisoire par rapport au coût du système euro qui est faramineux. En termes d'emploi aussi, en France, par exemple, le système bancaire, c'est à peu près 350 000 personnes. Donc, 350 000 personnes, c'est du même ordre que le nombre d'enseignants dans le primaire. Si tu veux. Est-ce qu'on a besoin de 350 000 personnes? À ma connaissance, Bitcoin, c'est quelques centaines, quelques milliers de personnes. Donc ça, c'est une énergie, c'est un coût énergétique, l'énergie humaine, l'énergie qu'on consacre à juste transférer de la valeur du point A au point B. En termes d'efficacité, ça se compare assez mal, quoi. Mais là encore, si tu veux, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en face en gros, l'Internet de la valeur, et Bitcoin et les crypto-monnaies, face à, je dirais, la Poste, dans les années 80, 90. Moi, j'ai assisté, si tu veux, au début d'Internet, donc il y avait exactement les mêmes débats.
notamment dans le système bancaire. On nous expliquait, Internet, vous vous rendez pas compte, c'est un réseau, il n'y a pas d'administrateur central. On peut pas faire de la banque sur Internet. Non, mais c'est ça qu'on entendait, si tu veux, au début. Donc aujourd'hui, ils font tous de la banque en ligne, hein, mais ils sont venus après, quoi. Après qu'il y ait eu des pure players qui aient dit non, on peut faire de la banque en ligne sur Internet, c'est tout à fait possible. Et sur Bitcoin, on est exactement dans le même truc. On défend un fromage, quoi, un truc qui rapporte beaucoup, le plus longtemps possible. Alors, de plein de façons, hein, en disant au début, on peut pas faire, c'est pas sécurisé. Bon, après, on s'aperçoit que c'est sécurisé, donc on dit, qu'est-ce qu'on va inventer? On va dire, il n'y a pas de patron. D'où la recherche de Satoshi Nakamoto, parce que si on le trouvait, ce serait génial. On pourrait dire, il y a un patron. À qui on pourrait mettre la faute. C'est ça. Mais alors, je voulais revenir, enfin, tu as parlé de pluralisme monétaire, donc ça, c'est un sujet que je vais aborder avec toi. Avant ça, parce que ça fait le pont parfait, je voulais parler de sécurité. Est-ce que on peut expliquer, parce que je pense qu'il y a le lien avec l'énergie, encore une fois, ce que les gens entendent beaucoup parler, on l'a mentionné, c'est ce que les gens entendent comme les mineurs qui sont ces machines informatiques qui tournent pour créer du Bitcoin, on dépense énormément d'énergie et c'est une catastrophe écologique. Alors, est-ce qu'on peut réexpliquer déjà pourquoi il y a cette énergie qui est dépensée? Donc, quel est le lien entre mineurs, énergie et sécurité, et pourquoi la sécurité est importante pour Bitcoin? C'est ça. Alors, donc, une monnaie numérique a une contrepartie énergétique, de manière générale. L'euro a une contrepartie énergétique, c'est ça que les gens oublient souvent, c'est que quand un euro est créé, il y a un emprunteur, en fait, qui a emprunté. C'est la base du principe de fonctionnement. C'est un système basé sur la dette. C'est ça. En fait, une banque crée de la monnaie en émettant une dette. Par exemple, si tu empruntes 10 000 € à la banque, elle va enregistrer dans ses comptes, Alexandre me doit 10 000 €, parce que tu as signé le contrat de prêt, et elle va mettre 10 000 € sur ton compte, c'est ce qu'elle va dire, je dois 10 000 € à Alexandre. Donc en gros, la main gauche et la main droite, ça se compense, les deux dettes se compensent, il y a deux dettes qui sont créées, qui se compensent l'une et l'autre. Donc on a créé vraiment ex nihilo 10 000 €. D'accord? Ça, c'est le principe de création des euros. Donc, il y a la promesse d'Alexandre de rembourser. Donc, c'est ton énergie qui est le collatéral, si tu veux, à la création de ces 10 000 €. Parce que tu as promis une partie de ton énergie pour, mettons, si tu as emprunté sur 5 ans, tu vas fournir une partie de ton travail, énergie, travail, c'est la même chose, pour backer à cette création monétaire. Et côté Bitcoin, c'est pareil, il y a une énergie en face de cette création monétaire, sauf que c'est pas l'énergie promise par Alexandre. Donc dans le futur, c'est une énergie passée qui a été dépensée dans le passé par un mineur et dont tu as la preuve mathématique dans le Bitcoin en question. Donc ça, c'est le principe d'une création monétaire, d'une monnaie numérique. S'il n'y a pas de contrepartie énergétique, exemple preuve d'enjeu, Ethereum, on met la contrepartie énergétique à zéro, à ce moment-là, tu as un truc qui est vraiment... qui peut être créé, là pour le coup c'est un peu ex nihilo, tu n'as plus que la valeur sociale du réseau. C'est ce que j'appelle la valeur du réseau social, Ethereum, qui n'est pas négligeable. Facebook, ça a de la valeur parce que c'est un réseau social qui a de la valeur. Ethereum, ça tire sa valeur uniquement du réseau social. Il n'y a aucune énergie liée à la création monétaire, donc toute la valeur de la monnaie Ethereum, c'est le réseau social. C'est respectable. Il faut juste comprendre ce qu'on achète quand on achète un Ethereum. C'est un réseau social parmi des centaines d'autres réseaux et on ne sait pas à la fin qui sera celui qui va gagner. Dans le cas de Bitcoin, on n'est pas sur cette dimension-là. Il y a les deux composantes de la valeur dans un Bitcoin. Il y a la valeur réseau social de l'écosystème Bitcoin, qui n'est pas négligeable non plus, je dirais même qu'elle est sans doute supérieure à celle d'Ethereum, le réseau social. Et puis la valeur énergétique. Il y a les deux composantes. Et ça évite, quand on achète Bitcoin, on a cette double sécurité, si tu veux. On a la sécurité de la valeur énergétique et du réseau social aucune des deux valeurs va s'effondrer. Les mineurs ne vont pas tous s'arrêter de miner et le réseau social ne va pas s'arrêter de fonctionner au sein de Bitcoin. Dans l'écosystème Bitcoin ne va pas disparaître. Donc ça donne une certaine sécurité et c'est ça qui fait aujourd'hui que Bitcoin est leader et qui donne sa valeur au Bitcoin. Ok, parce que du coup, pour que les gens comprennent, il y a une corrélation directe entre l'énergie dépensée et la sécurité du réseau? Alors oui, parce que pour tricher sur Bitcoin, il faut fournir une quantité d'énergie qui correspond à celle des mineurs, en gros de 51% des mineurs. Et donc c'est une énergie qui aujourd'hui est considérable. Faut pas croire qu'un État, par exemple, puisse le faire. Pourquoi un État peut pas le faire? Parce qu'il y a des règles de droit, si tu veux, et si les responsables politiques le faisaient,
il s'exposerait à titre personnel, il serait pénalement responsable d'une tentative de fraude vis-à-vis de gens qui l'utilisent. Donc dans un état de droit, c'est pas possible, en fait, pour un état de droit d'attaquer Bitcoin. Pour cette raison-là. Après, on nous explique les services secrets, etc. Non, les services secrets, ils sont toujours contrôlés par un organe politique. Ouais. Donc, l'organe politique, on remonterait très très vite à l'organe politique, et là, on retombe sur le problème de la responsabilité pénale. Donc, il n'y a pas de risque qu'un État attaque, et économiquement, ça ne fait pas de sens pour une société non plus de se lancer pour les mêmes raisons, en fait, que ce soit un État ou une société. Pour les mêmes raisons, ça ne fait pas de sens que l'énergie demandée est trop grande. C'est pas un truc qu'on peut faire comme ça facilement. Il faut mobiliser énormément de ressources pour arriver à tricher sur Bitcoin. Et en fait, tout ce qu'on peut faire, c'est perturber le réseau Bitcoin pendant un certain temps. Et historiquement, on observe que ça se fait pas. Personne ne le fait, en fait. Donc, au bout de plus de 10 ans, on a le recul pour dire ça marche. Il n'y a pas de sujet. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y a pas de contrepartie énergétique comme sur Ethereum, c'est beaucoup plus simple de prendre le contrôle du réseau, puisque à ce moment-là, il suffit d'accumuler des Ethers en majorité, pas forcément absolue d'ailleurs. Peut-être qu'une majorité relative suffit pour contrôler un organe politique, il suffit d'avoir 30% des votes. En plus, s'il y a 70% d'abstention, parce qu'en général, les autres personnes ne votent dans la gouvernance, c'est-à-dire que la gouvernance est hyper centralisée dans le cas d'un réseau à preuve d'enjeu. Et donc, la sécurité est évidemment beaucoup moindre, puisque du coup, ça veut dire que Microsoft peut décider d'acheter un réseau comme Ethereum, enfin prendre le contrôle en tout cas d'un réseau comme Ethereum s'il décidait de le faire. Il ne pourrait pas le faire avec Bitcoin. Donc, mais c'est ça pour que je trouve le point qui est important et auquel ça me fait penser, peut-être qu'il faut mentionner, c'est que quand on parle de sécurité, on parle en fait de sécurité que quelqu'un ne peut pas influer sur le réseau. Et ce que ça veut dire influer sur le réseau, c'est créer de la monnaie arbitrairement. Enfin, finalement, c'est ça qui importe aux gens. Il y a plusieurs conséquences possibles à une prise de contrôle hostile. Changer les règles de création monétaire, peut-être pas, parce que là, ça se voit, si tu veux, il y a un fork, forcément, à ce moment-là, il y a une mise à jour du logiciel client. Donc, c'est-à-dire que tu as un fork, donc c'est pas le danger le plus grand, à mon avis, parce que tout le monde a compris que quand tu fais un fork, en fait, tu crées une autre monnaie, c'est pas la monnaie d'origine. Par contre, ce que tu peux faire, c'est censurer des transactions. Et ça, c'est beaucoup plus embêtant. C'est-à-dire sur le Ethereum, tu pourrais très bien avoir des gens qui censurent des transactions parce que tu contrôles les stakers. Tu as une majorité du staking, et là, ça peut progressivement, ça peut arriver. T'aboutir à un réseau centralisé où tu es censuré comme sur le réseau bancaire. Donc, du coup, l'intérêt par rapport à une CBDC est nul. Enfin, autant avoir utilisé à ce moment-là une monnaie, l'euro numérique que nous promettent la BCE. La BCE. Et ce que j'allais dire, c'est, pour rappel, une des propositions de valeur clés du Bitcoin, c'est qu'on peut faire des paiements, enfin des transactions incensurables. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est important que dans notre société, enfin juste pour que les gens visualisent, pourquoi on veut, parce qu'en France, je trouve qu'on a quand même du mal à se projeter. Je pense que la plupart des gens ont du mal à se projeter en disant en fait mes euros, je peux les utiliser en tout cas plus ou moins librement. C'est un peu mais pourquoi c'est important d'avoir une monnaie qui est incensurable? C'est un peu, si tu veux, la même question. Pourquoi la privacy c'est important? Parce qu'effectivement, les gens ont tendance à penser que c'est pas grave en fait de surveiller sur le mode si j'ai rien à cacher, c'est pas grave que je sois surveillé. Tout dépend après qui va te surveiller. Et le problème c'est que tu sais plus. Dans le numérique, tu ne sais pas qui te surveille. Puisque tu sais pas où vont tes données, tu peux pas empêcher tes données de voyager vers un ordinateur, donner l'information à des gens qui veulent pas du bien en fait. C'est ça. Donc et alors l'autre chose que les gens n'ont pas bien compris, c'est qu'avec le numérique, le coût de la surveillance est devenu quasiment nul. Avant, je sais pas si tu te souviens d'un film sur l'Allemagne de l'Est avant la chute du mur, où il y avait des gens dans le sous-sol de l'immeuble qui ouvraient les lettres papier, donc ils ouvraient les lettres pour regarder ce qu'avait écrit et les refermaient pour qu'ils ils aient pas vu que tu avais lu leur truc. En numérique, tu peux le faire, la même chose mais pour un coût zéro. T'as plus besoin d'avoir une armée de gens qui ouvrent les lettres et c'est indétectable. Le fait que tes données ont été vues, c'est indétectable. Donc ça change tout en fait. Le fait que tu peux surveiller tout le monde, tu changes d'échelle et tu changes de paradigme quand tu dis que c'est pas grave, la privacy, t'en as pas besoin, en fait, tu fais l'hypothèse qu'il y aura toujours des gens que les gens ne vont pas te vouloir du mal. Ceux qui accèdent à tes données vont pas te vouloir du mal. Et en fait, c'est une hypothèse que tu peux pas faire. Surtout quand tu vois le paysage politique actuel. Là, je peux dire, moi, je considère qu'il y a des gens qui peuvent vouloir du mal à d'autres gens, vu la fracture, si tu veux, qui existe entre les différents courants de pensée politique aujourd'hui.
Tu te dis, si jamais les uns arrivent au pouvoir avant les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire, tu vois, à ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Aujourd'hui, tu as déjà une censure. Mon livre, par exemple, ne va pas être exposé dans certaines librairies. Parce que certaines librairies censurent. Je vais dans certaines librairies, je vois un rayon sociologie, je vois un rayon féminisme, je vois un rayon écologie, avec que des gens qui pensent pareil. Aucune contradiction. Tu vois, il n'y a pas de débat dans ces librairies-là. Ouais, donc il y a une forme de si censure. Ça se passe dans une librairie, t'imagines, dans un monde numérique, ce qu'ils vont vouloir faire. Ce qui était d'ailleurs l'idéologie initiale, vu que je fais une référence au fait que tu as eu accès au white paper dès les débuts, c'est ce qui est l'idéologie des cypherpunks, des gens qui travaillaient sur la protection des libertés individuelles. Ce que je viens de dire là, évidemment, qu'il y a des gens qui l'ont vu dans les années 90, c'est ça. Avec dès qu'Internet a démarré. Le numérique, voilà, tout le monde a compris que ça coûte plus rien de surveiller tout le monde. Ouais. Du coup, tu tires la ficelle et tu comprends ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc, d'où l'importance de chiffrer les données, enfin là, sans même parler de monnaie ou de Bitcoin, mais de chiffrer les données, d'essayer de protéger les données dans un monde numérique, mais aussi l'importance d'essayer de créer donc une monnaie numérique qui permettrait de protéger nos libertés individuelles. La monnaie, c'est l'information clé, si tu veux, parce que c'est celle qui va permettre de censurer des échanges économiques, pour le coup. C'est-à-dire, déjà, financer les partis. Financer un parti. Si on peut savoir quel parti tu finances, aujourd'hui, j'ai regardé un petit peu, si tu veux, tous les partis te demandent de l'argent. Ils sont tous dès que tu fais une donation, tu reçois ton compte bancaire, tu as la donation qui est dessus. Donc, ton banquier, il sait pour qui tu votes. Tu vois. Donc le lien entre on voit très bien d'ailleurs ce qui se passe. Les banquiers veulent élire des gens qui vont maintenir leur système. Donc tous les candidats anti-système au sens système monétaire sont soit censurés par les banquiers, soit bâchés par les médias que les banquiers contrôlent. Parce que les médias, qu'est-ce qui se passe dans les médias? Parlons-en 2 minutes, si tu veux. Bon, là, on est dans un podcast, je dirais, indépendant, puisque c'est toi qui le finance, en fait. Mais la plupart des grands médias, aujourd'hui, ne sont pas rentables. Parce que les journalistes, maintenant, il y a une telle concurrence qu'ils sont plus rentables. Donc, en gros, ils sont financés par des gens derrière qui les financent. Et ils sont donc tous dépendants de ceux qui les financent. Et ceux qui les financent, c'est les banques. Parce qu'en gros, le milliardaire qui finance un média, il est financé par la banque. Donc, de proche en proche, si tu veux, ça veut dire que le rédac-chef dans le grand média qui fait un sujet sur Bitcoin, il a une pression pour être négatif, pour pas déranger le banquier, qui est juste incroyable. Donc, c'est pour ça que les grands médias parlent de Bitcoin comme ils en parlent aujourd'hui. Il n'y a pas de mystère. Enfin, c'est tellement évident, quoi. Et pour je voulais du coup fermer la boucle avec ce qu'on a dit entre le lien entre l'énergie, la monnaie et le coût. Donc, tu me corriges si je me trompe, mais j'essaie pour que les gens imagent un peu tout ce qu'on a dit. Le coût énergétique finalement qui est dédié à Bitcoin, c'est ce qui permet de sécuriser le réseau. Et ce qu'on entend par sécuriser le réseau, peut-être c'est une ou deux choses. C'est le fait que le réseau soit, peut-être si je peux dire indépendant, mais dans le sens incensurable, qu'on puisse librement utiliser le réseau, que n'importe qui puisse envoyer de l'argent à n'importe qui, ou que n'importe qui puisse utiliser Bitcoin, que ça soit stocké de la valeur. Le coût de la censure est prohibitif. Voilà, exactement. Et deuxièmement, parce que c'est peut-être aussi, je voulais faire le lien avec, il n'y a pas que la partie censure, il y a aussi la partie monétaire, création monétaire, qui, avec Bitcoin, moi j'aime bien toujours dire, on joue tous au moins les mêmes règles du jeu. C'est-à-dire les règles du jeu, elles sont mathématiques. Et là, on fait confiance aux mathématiques et pas à quelques personnes en costume cravate dans un bureau. C'est ça. Alors, la question, si tu veux, de la rareté, ça pose la question de la rareté en fait derrière. Je pense que ce que tu veux dire, c'est que l'objection qu'on a parfois, c'est est-ce que les bitcoins sont vraiment rares? Parce que finalement, je peux copier Bitcoin, donc du coup, est-ce que c'est rare? Et là, la rareté, je me suis interrogé sur qu'est-ce que c'est que la rareté en fait. Comment on définit la rareté? En fait, c'est de l'énergie aussi. C'est l'énergie qu'il faut pour obtenir quelque chose. Donc la rareté de l'or, c'est l'énergie d'exploration pour trouver les gisements, c'est l'énergie d'extraction pour extraire l'or, c'est l'énergie de fabrication pour fabriquer la monnaie, et c'est l'énergie de la logistique pour sécuriser tout ça. Donc ça, toute cette énergie-là, c'est la rareté, tu vois, d'une pièce d'or. En fait, si tu additionnes, c'est ça qui fait que le truc est rare. Parce que s'il n'y a pas d'énergie, si tu peux obtenir quelque chose sans fournir d'énergie, ça veut dire que c'est pas rare, par définition, à l'inverse. Donc, dans Bitcoin, c'est cette énergie qui fait que c'est rare. Et c'est pour ça que les monnaies à preuve d'enjeu ne sont pas rares, parce que
comme tu peux copier, tu peux faire demain, on peut faire un réseau à preuve d'enjeu sans investir quoi que ce soit. Il suffit de distribuer des coins aux gens, ils vont staker juste parce que tu as distribué en se disant il y a quelques centimes à récupérer. Donc tout de suite, tu as des stakers. Ils font ça sur la même machine, ils n'ont pas eu besoin d'acheter une machine supplémentaire, coût marginal 0. Il n'y a pas de rareté alors. Tu vois. Donc le coût énergétique, il n'y a pas de rareté aux preuves d'enjeu, aux monnaies à preuve d'enjeu. Tu peux pas parler de rareté. D'ailleurs, objectivement, Ethereum a abandonné cette idée en disant qu'il n'y a pas de cap sur Ethereum. Donc au moins ils sont cohérents. Ils ont compris que s'ils mettaient une quantité limitée, ils seraient challengés immédiatement sur la rareté. Donc habilement ils sont pas sur ce sujet. Ils éludent le sujet. Mais le vrai sujet de la rareté, c'est que si tu n'as pas d'énergie, il n'y a pas de rareté. Alors, tu pourrais me dire, l'euro, il y a une contrepartie énergétique, l'euro pourrait être rare aussi. Sauf qu'il n'y a pas de quantité limitée sur l'euro. C'est ça la différence. C'est que, potentiellement, l'euro pourrait être une monnaie aussi à quantité finie, puisqu'il y a l'énergie des emprunteurs, comme je disais. Donc, il y a une énergie pour l'obtenir. Sauf que si tu en fais une quantité limitée, c'est-à-dire entre nous, n'importe qui peut emprunter, en fait. C'est-à-dire quand je dis n'importe qui, c'est pas n'importe qui, c'est les quantités de monnaie, c'est toujours les mêmes qui empruntent, c'est les milliardaires et les gens solvables. Mais par contre, tu peux leur donner plus. Donc ça veut dire que tu peux augmenter la quantité de monnaie à volonté. Donc contrairement à Bitcoin. Donc l'euro a fait le choix de pas être rare, mais potentiellement, on pourrait imaginer une monnaie même étatique basée sur la dette qui serait rare. Il suffirait de dire qu'il n'y en a pas plus que telle quantité. Ok. Et du coup, ça fait peut-être entre guillemets le pont avec le pluralisme monétaire. J'ai des questions là-dessus, et tu en as un peu parlé avant, mais d'abord, si on peut réexpliquer qu'est-ce que le pluralisme monétaire et pourquoi c'est important. Ouais, alors c'est juste la fin du monopole monétaire, en fait, le pluralisme monétaire. On peut dire qu'aujourd'hui, il y a déjà une forme de pluralisme, puisque dans les faits, Bitcoin existe, aux grandes dames des banquiers centraux, mais Bitcoin existe et offre une alternative. Donc, du fait de l'existence de Bitcoin, je dirais que le pluralisme existe et le monopole est mort. Par contre, il n'est pas mort en droit. Il est mort dans les faits, dans la réalité, mais il n'est pas mort dans le droit. Or, le droit, il y a un phénomène aussi que j'observe, moi, depuis mes années, début de ma carrière, c'est ce que j'appelle le juridisme, c'est-à-dire la montée en puissance du droit par rapport au réel. Donc la déconnexion entre le droit et le réel. C'est-à-dire que les juristes, en fait, ont pris le pouvoir, ils ont pris goût au pouvoir, et ils fabriquent un corpus juridique toujours plus grand, ce qu'on appelle l'inflation réglementaire, l'inflation des lois, etc. Donc ils créent toujours un code civil, enfin un code des lois qui est de plus en plus épais, et donc du coup qui devient totalement abscon, ce qui permet de sécuriser leur rente d'experts du droit, parce que du coup comme plus personne peut suivre, il faut des experts qui peuvent facturer de plus en plus d'argent. Donc ce petit écosystème du droit fait que aujourd'hui il n'y a pas dans les faits le monopole se maintient, parce qu'il y a tout un corpus juridique autour de la monnaie qui fait que l'euro bénéficie d'un monopole juridique. Mais pas d'un monopole naturel, il n'existe plus dans les faits. Et alors, question peut-être bête, mais je me dis qu'elle peut être intéressante. Est-ce que le fait qu'il y ait déjà plusieurs monnaies étatiques, même si elles sont étatiques, mais il y a plusieurs monnaies, le dollar, le dollar américain, l'euro, le yen japonais, etc., etc. Est-ce que ça, c'est pas déjà une forme de pluralisme? Alors, peut-être pour expliquer pourquoi. Ce sont des monopoles locaux. Voilà. En fait, il y a une notion de monopole local, c'est-à-dire que dans une juridiction se définit même aujourd'hui, là on parle de la zone euro, tu vois, donc une juridiction des États-Unis. Tout ça, c'est des juridictions où tu as un monopole local, effectivement. Alors après, comme il y a des porosités, il y a des échanges internationaux, tu pourrais te dire, il y a une vraie concurrence entre ces différents. En fait, non. Parce que les États-Unis ont pris, si tu veux, le monopole des échanges internationaux. Il n'y a pas vraiment de concurrence. Personne ne concurrence le dollar américain. Tout simplement parce qu'ils ont dit à un moment, dans les années 70, ils ont dit à l'Arabie Saoudite, premier producteur de pétrole, ils ont dit on vous sécurise le détroit, là par où passe tout le pétrolier, on sécurise votre production pétrolière avec notre armée, et en échange, tous les achats de pétrole, c'est en dollars, ce qu'on appelle les pétrodollars. Enfin, donc cette suprématie militaire des États-Unis leur permet de dire, en échange de cette protection militaire qui s'est étendue à l'Europe, entre nous, puisque l'Europe aujourd'hui s'abrite derrière les États-Unis sur le plan militaire, enfin, sauf peut-être la France qui résiste encore, mais pas beaucoup. Du coup, ça permet au dollar d'être la monnaie d'échange international. Et les Américains ont compris qu'il y a des pays qui seraient réticents à utiliser le dollar, donc du coup, ils ont eu Bitcoin, ils se sont dit, tiens, Bitcoin, on va continuer à contrôler le jeu avec Bitcoin. Donc ils ont permis à Tether de se développer,
Parce que Tether achète en collatéral des dollars américains, des obligations des bons du trésor. Tu peux expliquer Tether juste? Tether, c'est juste un stablecoin dollar. Donc c'est une forme de dollar donc sur une crypto-monnaie comme Ethereum ou d'autres qui circulent donc sur les réseaux de crypto-monnaies. Mais ça reste du dollar en collatéral. C'est-à-dire qu'en face de chaque Tether, il y a l'organisation Tether qui achète des obligations du gouvernement américain. Donc, ils continuent, si tu veux, à prolonger leur suprématie avec les stablecoins et Bitcoin. Donc, puisque sur Bitcoin, ils ont les grands acteurs du Bitcoin sont américains aussi. Donc, que ce soit Kraken en Europe ou Coinbase, ils les ont financés voilà, de manière vraiment... ou alors, il y a eu mystérieusement des facilités bancaires extraordinaires qui sont impensables pour un acteur comme Paymium ou Bitstack en Europe. Je pense notamment, si tu veux, au schéma d'adressage. Je ne sais pas si tu as suivi cette actualité récente, mais sur le fait de pouvoir envoyer des gens avec un système d'adressage universel. Magiquement, les banques américaines ont accepté ce système. Donc, il est déployable aux États-Unis. Donc, ils font tout pour garder le leadership, alors qu'en Europe, c'est une course d'obstacles avec les régulateurs. Les États-Unis, eux, ont compris l'importance stratégique de Bitcoin et donc essayent d'être dominants comme ils le sont sur Internet avec les GAFAM. Donc tout ça est une mécanique bien huilée. Est-ce que c'est une mauvaise chose ou finalement ils poussent quelque chose qui est déjà ou qui finira par être en dehors de leur contrôle et donc en fait c'est une bonne chose? Je pense que c'est une bonne chose pour Bitcoin parce que c'est une validation de Bitcoin et quelque part je pense que Bitcoin sera plus fort que le dollar dans les années qui viennent. Oui, je pense que parce que la puissance des États-Unis va être challengée par les BRICS et par d'autres acteurs. Et dernière question que j'ai sur un peu justement l'appareil pluralisme monétaire et les monnaies. Tu en parlais tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle les CBDC, donc les monnaies de banque centrale, qui est le gros projet de la Banque centrale européenne, enfin un de leurs projets en tout cas, et on en entend de plus en plus parler. Là, j'en entends moins parler d'ailleurs, mais en tout cas peut-être le sujet va revenir. Comment est-ce qu'on devrait voir le schéma entre l'euro qu'on utilise aujourd'hui, finalement la monnaie de banque centrale qui est un autre type d'euro, voilà, à expliquer, et Bitcoin. Quel rôle chacun va jouer? Est-ce qu'ils vont coexister? Est-ce que le but est qu'ils coexistent? Ou est-ce que Bitcoin, le but est de remplacer? Est-ce que c'est une alternative? Je pense que les banques centrales le font de manière défensive. Le font juste parce que Bitcoin existe. Sinon, elles n'auraient jamais fait quelque chose comme ça. Par contre, elles ont vu une opportunité que moi j'avais soulignée dès le début quasiment, qui était faire des économies sur les licences logicielles qui payent aujourd'hui, qui sont très très importantes. Je rappelle que les banques utilisent encore des langages informatiques comme COBOL, tu vois, des trucs comme ça, enfin des trucs vraiment, ils ont un héritage informatique. Voilà. Et donc il y a une grosse mise à jour qui est nécessaire, qui serait utile, et pour économiser sur leur coût logiciel, en fait. Donc je pense que l'euro numérique, c'est ça, c'est une mise à jour logicielle du système qui permet aux euros de circuler. Parce qu'ils circulent sur des réseaux comme ça, évidemment, ils seront plus performants. Alors il y a l'aspect de transparence et l'aspect contrôle qui est aussi intéressant parce que c'est une monnaie programmable, hein, l'euro numérique. Donc l'aspect censure, quand on parlait, va pouvoir être raffiné. Ils vont pouvoir s'imaginer plein de trucs super sophistiqués pour nous empêcher de faire ce qu'on veut. Pour déterminer comment on dépense, comment on le stocke, etc. Restreindre la liberté des gens, leur restreindre le droit de propriété sur sa propre monnaie. Ça, ce sera une conséquence de l'euro numérique. Et c'est pour ça que les gens ne l'utiliseront pas s'ils ne sont pas obligés. Donc, c'est comme l'euro d'aujourd'hui, on n'utilise que parce qu'on est obligé. D'où l'importance du pluralisme, d'ailleurs, c'est ça que tu soulèves. Ouais. Et évidemment qu'on n'utilisera pas l'euro numérique si on n'est pas obligé, puisqu'on a le choix entre une monnaie où on va être contrôlé, surveillé, censuré, et une autre où on est libre de faire ce qu'on veut. Enfin, la nature humaine, heureusement, nous dit facilement quel système va être préféré. Mais l'euro numérique, c'est vraiment ça, c'est défensif et une mise à jour qui va permettre d'économiser au passage. Alors, bien sûr, ces économies ne seront pas passées aux clients. Hein. C'est juste pour eux, ils feront des profits encore plus grands qu'avant. Je ne pense pas qu'on observera une baisse des prix pour autant. Hein. Ok. Et parce qu'on parle beaucoup de sujets, finalement, quand on parle de la monnaie, ça a un impact sur la société, puisque la monnaie est au cœur de la société. Donc, je suis curieux aussi de voir, et que tu me partages ton avis, ou comment tu vois les choses, sur l'impact que Bitcoin pourrait avoir sur la société. Est-ce que ça va changer quelque chose? On parle justement d'être plus libre, ce genre de concept-là. Alors, ça va changer les choses pour les gens qui l'adoptent. Et je pense pas que tout le monde va l'adopter parce que il y a des freins, je dirais, de formation au numérique. Hein, effectivement, les gens, ou en tout cas, ça prendra du temps. Il y a des gens qui vont l'adopter avant les autres, ça c'est sûr, parce qu'ils comprendront plus vite. Puis il y a aussi
à des gens qui ont une appétence pour la liberté plus importante que d'autres qui sont plutôt attirés par le contrôle. Hein. Donc, typiquement, les gens de gauche sont très intéressés par le contrôle. Ils veulent contrôler nos vies pour notre bien, hein, en général. Hein, c'est pour le bien commun, remettre l'humain, tout ça. Enfin, c'est tout leur vocabulaire autour du contrôle. Et nous, les gens de Bitcoin, on est plus intéressés par la liberté. On croit dans les gens, on fait confiance aux gens. Et on pense que quand ils sont libres d'entreprendre et de faire des choses, ils créent plus de richesses, la vie est plus heureuse, etc. Mais ça, c'est vraiment deux philosophies différentes, en gros, droite et gauche. C'est pour ça que je dis en raccourci, je dis Bitcoin est de droite, parce que justement, c'est redonner de la liberté aux gens, c'est défendre le droit de propriété. Donc, c'est des valeurs qui sont aujourd'hui qualifiées de droite. Mais tous ces clivages sont un peu dépassés, honnêtement. Mais je pense que c'est surtout un problème de pédagogie et de compréhension du monde. Donc, ce qui me fait penser que d'ailleurs, souvent on parle de l'adoption du Bitcoin, il y a quand même une réalité qui est l'adoption, elle est plus importante dans certains pays où ils ont des sujets de censure parce que nous on le vit moins en tout cas au quotidien, dans les pays développés comme en France, en Europe, etc. ou aux US. Donc un peu la question que les gens peuvent se poser, c'est est-ce que finalement Bitcoin n'est pas uniquement bénéfique où là le cas d'usage est plus facile à comprendre dans un pays où il y a de l'hyperinflation, où on peut pas librement effectuer des transactions, où les gens ne sont pas bancarisés. Peut-être là, les gens vont se dire, OK, bon, là, je comprends, Bitcoin peut répondre à un besoin. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer que ce besoin-là, il n'est pas uniquement là, et c'est déjà très bien qu'il soit dans ces pays émergents, ça concerne d'ailleurs beaucoup plus de personnes que les gens pensent, mais aussi dans les pays peut-être plus développés. L'inflation, c'est un spectre. Hein. Effectivement, on parle souvent d'hyperinflation en Argentine, etc., dans Zimbabwe, dans des pays comme ça. Mais en fait, l'inflation à 5%, c'est dévastateur en fait sur le pouvoir d'achat dans la durée, hein, parce qu'année après année, ça va très très vite. Hein. On divise par 2 en 10 ans. Enfin, ça va très très vite. Et les gens se demandent pourquoi ils perdent du pouvoir d'achat, mais en fait, ils en perdent tous les ans à cause de l'inflation. Il ne faut pas chercher de causes super compliqué. Pourquoi on perd du pouvoir d'achat? C'est l'inflation, c'est bien le système de l'euro, c'est le fait que le gouvernement peut en imprimer autant qu'il veut à des fins clientélistes, hein, soyons clairs, c'est pour acheter des voix. Hein, donc ils achètent des voix en imprimant de la monnaie et du coup, qu'est-ce qu'ils payent? C'est ceux qui gagnent de l'argent, qui travaillent. Évidemment, ceux qui reçoivent de l'argent gratuit par des aides, des allocations, etc., eux, si c'est de l'argent gratuit, ils n'ont pas besoin de travailler, eux, ça leur va. Mais tous ceux qui gagnent l'argent, qui ne le reçoivent pas sous forme d'aide et d'allocation, eux, ils trouvent que leur pouvoir d'achat il diminue, parce que gagner de l'argent, ça reste difficile. Par contre, on achète de moins en moins avec le même argent. Donc effectivement, tu as raison de souligner que c'est dans les pays où il y a de l'hyperinflation que l'adoption peut être la plus spectaculaire, mais le système euro ne tient qu'avec la propagande des banques centrales, qui minimise l'inflation déjà. Déjà, elle va minimiser l'inflation en parlant de 2-3%, alors qu'en vrai, c'est plutôt entre 5 et 10, mais ils ont mis un panier qui fait que sur le panier en question, tu es à 2-3%, mais en vrai, le panier qui, toi, t'intéresse, il est à 5 ou 10%. Déjà, il y a un premier mensonge orchestré par une administration qui est totalement inféodée au gouvernement sur ce sujet, en tout cas, hein, pas sur tous les sujets, mais sur le sujet en tout cas de l'inflation. Donc, des informations, mais ça ne tient qu'avec ça. Ça ne tient qu'avec ça. Ce qui me fait penser, je veux pas faire un détour, mais je pense que c'est lié. On parle souvent en fait, c'est marrant parce qu'il y a un lien quand même intime entre la monnaie, l'énergie et tout cette narrative aujourd'hui qui est de arrêter de surconsommer et justement on doit faire preuve de réserve, etc. Mais d'un côté, le système actuel incite profondément. En fait, c'est le système actuel qui fait qu'on est amené à avoir ce genre de comportement. Ouais, tout à fait. Le système actuel a besoin, de toute façon, de toujours plus d'emprunteurs, donc et il aime bien aussi qu'il y ait une dilution du travail, une baisse du travail, parce que ça favorise les grosses entreprises, donc ça diminue le risque des grosses entreprises, donc on va les financer, etc. Donc tout ce petit système-là est effectivement globaliste, hein, au sens large. Effectivement, la frugalité, le localisme, c'est antagoniste de ça. Alors sur la frugalité,
moi, je dirais que je ne crois pas trop à la frugalité parce que je l'explique dans le livre. Le troisième principe de la thermodynamique, donc, qui est très important à connaître, c'est que l'énergie s'auto-organise sous forme de structures dissipatives, donc de systèmes ouverts, hein, de systèmes, quoi. Donc l'être humain est un système, les êtres vivants sont des systèmes, et les espèces elles-mêmes sont aussi des systèmes. Donc un individu dans une espèce fait partie d'une structure dissipative plus grande qui est l'espèce, et qui peut avoir une logique antagoniste d'ailleurs de l'individu. Par exemple, le cycle de vie et de mort, aucun individu ne souhaite la mort, évidemment. Par contre, l'espèce, elle, évolue grâce au cycle de vie et de mort. Si les individus étaient immortels, l'espèce serait beaucoup plus statique, elle progresserait moins en termes de dissipation de l'énergie. Donc l'espèce s'est auto-organisée avec des individus qui naissent et qui meurent pour pouvoir elle-même évoluer, évolution darwinienne, et donc dissiper de plus en plus d'énergie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe au niveau macroscopique, les individus, les espèces vivantes, mais tu peux l'observer aussi au niveau des particules. En fait, une particule est aussi une structure dissipative qui va s'auto-organiser. Donc les quarks vont s'auto-organiser en protons, neutrons, qui eux-mêmes vont s'auto-organiser en atomes, qui eux-mêmes vont s'auto-organiser en molécules. Donc tu as toute une hiérarchie de structures dissipatives, et c'est très intéressant de voir que ce principe, ce qu'on appelle le troisième principe, ce que je décris dans le livre, il explique vraiment beaucoup de choses, en fait, y compris l'évolution darwinienne, qui est juste une manifestation du troisième principe. Tu soulignes deux concepts intéressants. Tu as dit évolution égale plus énergie, ou vice-versa. Oui, l'évolution nous entraîne vers une consommation d'énergie de plus en plus grande, soit parce que chaque individu peut consommer plus en devenant plus intelligent et plus performant. Donc plus performant veut dire, en termes d'énergie, il va être capable d'utiliser plus d'énergie, et l'espèce elle-même, évidemment, se développe par la population, la croissance de la population et la performance de chacun des individus au sein de cette population. Et c'est ça, je serais curieux d'avoir ton avis, parce que c'est ça que je trouve assez contradictoire avec cette narrative de il faut qu'on dépense moins d'énergie, mais pour moi... C'est contradictoire avec le troisième principe, donc ça n'arrivera pas. Voilà, en fait, c'est-à-dire qu'on peut toujours le forcer, essayer de forcer sur les gens, mais ça ne tiendra pas. Parce que consommer moins d'énergie... on observe que personne n'est frugal à l'échelle de l'espèce. En tout cas, il peut y avoir aucune espèce de frugalité. La seule chose sur laquelle on peut jouer, et c'est évidemment un sujet très sensible, très, très touchy, c'est la démographie. Parce qu'effectivement, chaque personne, en plus, si tu veux, va dissiper de l'énergie. En gros, j'avais calculé, la moyenne mondiale, c'est 20 mégawatts, 20 mégawatts-heure par personne, sachant que dans certains pays, comme les États-Unis, tu es à 50-60 mégawatts-heure par personne, et en Afrique, tu es à 10, tu vois. Mais la moyenne, c'est 20. Donc, c'est-à-dire que globalement, quand la population mondiale augmente, si tu multiplies par 20 mégawatts-heure, et tu as en gros l'augmentation de la consommation énergétique sur la planète par les humains. Et tu vas pas faire baisser la moyenne, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu dis aux Américains de passer de 60 à 50, ils vont râler, ça va être très très compliqué. Mais pendant ce temps-là, les Africains vont passer de 10 à 20. Donc, et ils sont beaucoup plus nombreux. Ils vont être 2 milliards, les Américains, c'est 300 millions. Donc, de toute façon, tu n'arriveras pas à faire baisser la moyenne par habitant. Parce que la qualité de vie, elle est liée à la consommation énergétique. Évidemment, il suffit de regarder autour de soi, de voir comment on fonctionne, et on voit bien que si tu enlèves l'énergie, tu reviens au Moyen-Âge, et personne ne veut vivre comme au Moyen-Âge. Donc ça n'arrivera pas. La seul paramètre, et je l'explique dans le livre aussi, ça c'est très important à comprendre, et entre nous, Jean-Marc Jancovici l'explique aussi dans son bouquin Un monde sans fin, mais il le fait discrètement parce qu'il sait que c'est très touchy, et il a déjà dit il faut pas en parler, parce que si on en parle, on peut plus passer à la télé, on est complètement excommunié. Mais en vrai, le seul paramètre sur lequel tu peux jouer, c'est la population. Là, parce que si de toute façon la population continue sur le trend actuel, comme je disais, par exemple, tu vas passer en Afrique à 2 milliards et demi d'habitants en Afrique, évidemment qu'il n'y a plus aucune espèce sauvage en Afrique quand il y a 2 milliards d'habitants en Afrique, puisque les gens, ils ont besoin d'espace, ils vont prendre l'habitat de ces animaux. Donc, tu vas avoir des transformations contre lesquelles tu peux rien et que personne ne souhaite. Donc, tout ce que tu peux espérer faire, c'est qu'on stabilise. Je parle juste d'une stabilisation de la population mondiale. Parce que, pour illustrer ça, si tu veux, quand je suis né, il y avait 3 milliards d'habitants sur Terre. Aujourd'hui, on est 8 milliards. Donc, de mon vivant, j'ai vu la population passer de 3 milliards à 8 milliards. Et il y a des démographes, les mêmes qui te parlent d'inflation, hein, c'est la même population d'escrocs intellectuels, les démographes, qui t'expliquent que non, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils sont au service
de tous ces gens pour qui le système doit tourner, Donc c'est un système qui est fou, donc effectivement, quand tu as compris que le seul paramètre sur lequel tu peux jouer, c'est la population, tu as posé un problème, mais tu n'as pas forcément la solution, parce que c'est compliqué. Ouais, ça devient un sujet... Politiquement, c'est très compliqué. Et pour tisser le lien avec le système actuel et Bitcoin, c'est que justement, le système actuel, par définition, où la monnaie est créée arbitrairement et qu'il y a entre guillemets une monnaie infinie, on peut en créer autant qu'on le souhaite, alors qu'on a des ressources finies d'ailleurs. C'est ce qui incite les gens à surconsommer, puisque en fait on peut pas épargner, puisque la monnaie elle perd constamment, elle est constamment dévaluée. Et Bitcoin, et pour en fait j'essaie de fermer la boucle dans tous ces sujets, Bitcoin étant une proposition, pourquoi Bitcoin est une proposition de solution, et du coup pourquoi Bitcoin pourrait répondre à ce dont on est en train de parler, c'est que dans Bitcoin, vu que la monnaie ne peut pas être créée arbitrairement, on ne peut pas dévaluer la monnaie, et donc on incite plus à l'épargne. C'est ça. Qui est donc l'opposé de consommer, c'est l'épargne. Et donc dans un monde où on épargne davantage, on consomme moins. Et donc on pourrait potentiellement répondre à ces problématiques. Si tu veux, Bitcoin, ça permet d'éviter de financer n'importe quoi. Parce que du coup, comme ton épargne a beaucoup de valeur, elle prend de la valeur, tu es moins tenté d'investir dans n'importe quoi. Aujourd'hui, si tu as des euros, tu veux t'en débarrasser, tu veux investir. Si tu dis, si je les garde, je perds 5% par an. Donc n'importe quel projet qui passe, quasiment, tu vas te dire, c'est mieux que de pas l'investir. Soit j'achète quelque chose, soit j'investis. Ouais, je consomme ou j'investis, mais je n'épargne pas, effectivement. Tu as tout à fait raison de le souligner. Je pense que Bitcoin peut aider, si tu veux, mais c'est pas ça, ça va pas tout. C'est une proposition de solution et peut-être sur une solution multifactorielle. C'est mieux que le système. En fait, ça révèle l'inutilité de tous ces projets qui sont parce que quand tu vas les mesurer par rapport à un investissement dans Bitcoin, tu vas dire bah non, c'était pas. En fait, ce projet, il n'était pas suffisamment créateur de valeur pour le faire. Donc ça permet plus de discernement effectivement dans le. Puisque l'échelle de valeur de Bitcoin, c'est comme un thermomètre, si tu veux. Si la quantité de mercure est fixe, tu peux mesurer la température. À partir du moment où tu dis mon thermomètre, je peux rajouter du mercure dedans comme je veux, tu n'as plus de mesure de la température. Parce que là, on est sur de la thermodynamique, tu as bien compris. C'est exactement ça. Donc Bitcoin peut aider de ce point de vue. Mais sur la frugalité, moi je crois juste que en fait une conséquence de contrôler la population, on revient à ça, c'est le vieillissement de la population. Et c'est ça qui fait peur aux globalistes, parce que ça ralentit la consommation. Quand les gens sont plus vieux, ils consomment moins, effectivement. Et en fait, quand tu fais que remplacer la population, mais que la durée de vie augmente, l'espérance de vie augmente. Donc mécaniquement, c'est la population constante. Si comme la durée de vie augmente, la population vieillit. Et on te présente ça comme une catastrophe. C'est-à-dire que toi, que tu vives plus longtemps que la génération d'avant, on te présente ça comme un problème. C'est un peu inquiétant. Moi, je trouve ça plutôt bien que les gens vivent plus longtemps, tu vois. Mais ça veut dire qu'ils vont consommer moins, en moyenne. Donc, c'est ça qui plaît pas aux globalistes et aux banquiers, parce que si les gens consomment moins, effectivement, ils gagnent moins d'argent. Ouais, puis il faut consommer pour stimuler l'économie. Voilà, donc c'est pour ça que quand tu dis ça, t'es disqualifié, parce que tu deviens quelqu'un de dangereux. Ouais. Mais je rappelle juste, moi, que le vieillissement de la population est une conséquence directe de l'allongement de l'espérance de vie. C'est tout simple. J'ai un dernier sujet que je vais aborder avec toi, c'est un peu plutôt, parce que l'on a parlé de ce qui s'est passé jusqu'à présent, de un peu Bitcoin, comment il évolue, sa proportion de valeur, mais aussi j'aimerais qu'on se projette un peu, de se dire c'est quoi un peu le futur pour Bitcoin et ou globalement les conséquences que ça va avoir. Donc toi, tu vois Bitcoin évoluer comment? Enfin, tu vois, même déjà de manière globale, tu vois la société évoluer comment et quel rôle Bitcoin peut jouer peut-être là-dedans? Alors, quand je dis pluralisme monétaire, c'est effectivement, je considère que c'est un préalable au pluralisme politique. Parce que tant que les partis politiques sont financés par des banquiers, ils feront le jeu. Il n'y a pas de pluralisme politique. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de pluralisme politique, puisqu'il n'y a aucun parti qui se permet de parler de la banque. D'ailleurs, tu remarqueras, quand il faut faire des économies, il faut trouver 60 milliards. Jamais les profits des banques sont cités. Tu remarqueras. C'est extraordinaire. Alors que les profits des banques, c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'en gros, si tu disais, je prends le PN, produit net, ce qu'on appelle le produit net bancaire, parce qu'ils n'appellent pas ça un profit. Pourquoi ils l'appellent pas ça un profit? Parce que c'est tellement énorme que s'ils se disaient que c'était un profit, tout le monde se jetterait dessus. Donc les profits des banques, ça s'appelle produit net bancaire. Et puis on va t'expliquer que c'est pas du profit. Ils ont toutes sortes d'arguments pour essayer de t'expliquer que c'est pas du profit. En vrai, c'est du profit. Et ça représente 140 milliards par an. D'accord? Donc les économies, moi je les ai tout de suite trouvées, je les prends là et on économise sur les frais bancaires. Mais tu peux le faire que si tu as un système alternatif, si tu veux, qui
qui permet de dire, bah non, vous pouvez le faire pour ce prix-là, donc débrouillez-vous. Messieurs les banquiers, avec Bitcoin, ça coûte ça, vous coûtez ça 1000 fois plus cher. Il y a peut-être moyen de faire un peu mieux. Mais aujourd'hui, personne ne fait ça, parce que tout le monde doit à un moment aller voir le banquier pour obtenir un prêt. Donc, moi, si je peux le faire, c'est que je ne vais plus voir les banquiers pour obtenir des prêts. D'ailleurs, ils ne les accordent pas. Hein. Donc, parce qu'ils prennent pas les bitcoins comme collatéral. Donc, à partir du moment où, je suis un peu sorti du truc. Je suis obligé d'avoir un compte bancaire parce qu'on m'oblige à en avoir un, mais sinon, j'aurais pas de compte bancaire. Mais c'est pour ça que j'ai cette liberté de parole. Mais si tu veux, un politique, lui, doit financer son parti. Et, là, tout de suite, il va se calmer sur tout ce qu'il dit sur la banque. Donc, du coup, il n'y a pas de pluralisme politique. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens disent que voter, ça sert à rien, parce que rien ne change. Bah oui, rien ne change, parce qu'en fait, le vrai pouvoir, il est le pouvoir monétaire qui finance tout ce petit monde. Donc, le vrai pouvoir, il est ailleurs. C'est pas un hasard si le président de la République est un banquier aujourd'hui. C'est pas tout à fait un hasard. La boucle est bouclée avec Pompidou. Ça avait commencé avec Pompidou, qui était banquier de Lazare. Là, on a un banquier de Rothschild, c'est pareil, c'est un banquier. Donc, et puis Giscard, inspecteur des finances. Enfin, de toute façon, ou un avocat. Bon, tout ça, c'est le même écosystème qui gravite autour de la banque. Donc, le vrai pouvoir, il est ailleurs. Il n'est pas dans le. Aujourd'hui, la politique est morte en fait du fait du monopole monétaire. La politique renaîtra le jour où tu auras un pluralisme monétaire, où un parti politique ne sera plus dépendant de la banque pour se financer. Et c'est quoi, du coup, les étapes un peu à franchir pour y arriver? Enfin, tu vois, ça va se faire graduellement par l'adoption des nouvelles générations. Moi, j'ai un fils de 12 ans, il joue sur des jeux où il achète des crédits, quoi. Enfin, il s'échange des crédits. Pour eux, la monnaie, elle est numérique, tout le monde, enfin voilà, elle est propre à un écosystème. Ils ont compris tout ça. La nouvelle génération aura compris tout ça. Que l'euro, c'est juste un écosystème parmi d'autres, sauf qu'il est abusif et il est oligarchique et il a aucune raison de bénéficier d'un monopole. Donc le monopole, il va tomber tout seul en fait. J'ai qu'à attendre. Je sais que ça va tomber. Okay. Mais la seule question, c'est quand. Évidemment, nous, toi et moi, on fait tout pour que ce soit le plus tôt possible. Mais je suis assez philosophe là-dessus. Je dis que ça arrivera. Donc, c'est ça qui me donne la confiance dans l'avenir, en fait. C'est que le monopole va tomber. Du coup, il y aura un vrai pluralisme politique. Du coup, les choses peuvent s'arranger. Ouais. Comme on dit en anglais, c'est plus when, mais pas if, quoi. Ça va arriver un jour, mais on c'est when. C'est juste, on ne sait pas quand, mais on sait que ça va arriver un jour. C'est ça. Est-ce que du coup, on va quand même voir un monde où, parce que je pense que les gens se posent quand même la question, même si on se dit ok, la bonne nouvelle c'est que ça arrivera un jour, où il y aura de la coexistence, ou est-ce qu'il y a une genre de suprématie Bitcoin qui arrivera, ou il y aura une coexistence, ou alors non, il y aura une coexistence. Je pense qu'il y aura plusieurs. Il y aura peut-être Ethereum pour peut-être va survivre. Hein, je sais pas. Il y aura certainement pas 300 réseaux pour poster comme on en voit aujourd'hui. Voilà, parce que tout cela, on sait que 99% ce sont des scams, mais Ethereum a une fondation puissante, donc ça peut perdurer. Et c'est le réseau social à ce moment-là, c'est un réseau social, si tu veux. Donc je pense que de même que Facebook a failli faire sa monnaie, tu vois, ça aurait pu marcher pour Facebook. Sur un réseau social assez développé, il peut faire sa monnaie et ça peut marcher. Donc je pense qu'il y aura pluralisme, enfin un vrai pluralisme. Oui, du coup ça me fait penser qu'en fait une suprématie sur Bitcoin en tant que concurrent de l'or, par exemple. Je pense qu'il y a que Bitcoin qui peut concurrencer l'or comme réserve de valeur pour un peu le long terme. Oui, parce que ça a une proportion de valeur unique, donc voilà, ça peut remplacer dans ce cas-là. Ce côté rareté, on revient à ce qu'on disait sur la rareté. Mais sur l'euro qui a renoncé à la rareté ou sur Ethereum qui ne l'a pas, il reste l'or et Bitcoin qui auront ce petit avantage concurrentiel. Mais comme l'or n'est pas numérique, c'est pas un réseau de paiement moderne, donc je pense qu'effectivement, ça donne un certain leadership à Bitcoin de facto. Ok. Et j'allais dire, ça me faisait juste penser que ce qui est important dans ce que tu soulignes, en fait, ça me fait penser que ce qui est important, c'est dans le pluralisme, c'est le fait qu'il y ait du libre choix. Quel choix, exactement. Au final, en fait. C'est ça qui est important. Et après, chacun fera son choix de l'utiliser, peut-être parce qu'il y a une utilité, peut-être, en fait, pour certains cas d'usage, il y aura peut-être une utilité, effectivement, là, d'utiliser quelque chose pour ce cas-là précisément, versus si c'est je cherche la meilleure monnaie pour protéger mon patrimoine dans le temps, alors là, on se penche peut-être plus sur Bitcoin ou autre, si c'est le cas. Ok. Est-ce que tu as des conseils à ceux qui, vu que tu as vu beaucoup de choses dans le Bitcoin, pratiquement peut-être un tout petit peu moins de 15 ans finalement, c'est le cas de le dire. Est-ce que tu as des conseils aux gens qui, notamment les jeunes, tu parlais en plus de ton fils, c'est ça, qui a 12 ans, est-ce que tu as des conseils pour les gens qui découvrent Bitcoin ou en fait plutôt sur, je pense, la partie importante sur les questions qu'ils devraient se poser
voilà, pour challenger un peu le status quo et comprendre un peu tout ce qu'on a dit. C'est quoi un peu les conseils que tu donnerais? Ouais, moi je conseille toujours d'étudier Bitcoin. En fait, commencer à étudier Bitcoin et l'énergie, je pense qu'il faut commencer par là. Parce que si on étudie, on ne sera pas sujet à la panique, par exemple, ou à la pression des influenceurs qui racontent n'importe quoi. On verra qu'ils racontent n'importe quoi. Donc, réfléchir sur des notions philosophiques de rareté, notamment, c'est important. J'en ai parlé. L'énergie, la rareté, ça appelle des questions philosophiques, se connaître soi-même, en fait. C'est-à-dire en fait, le rapport que tu as avec l'énergie en tant que concept vraiment éclaire vraiment qui tu es. On dit souvent qu'on se définit par ses actions, mais en fait, ces actions sont beaucoup déterminées par les principes thermodynamiques, comme j'ai expliqué, puisqu'on est des structures dissipatives aussi. Donc, du coup, se connaître soi-même, c'est connaître son rapport à l'énergie. On n'a pas tous le même rapport à l'énergie. Je l'explique. J'ai failli intituler le livre la croyance et la preuve, en fait. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont attirés par la preuve, comme les bitcoiners, et puis il y a ceux qui aiment bien la croyance dans un narratif, et ça résulte de l'évolution darwinienne, hein, puisque Yuval Harari l'a expliqué dans Sapiens. En fait, Sapiens a eu du succès parce que les gens se sont réunis en groupe de plus en plus nombreux, mais ils se sont réunis à l'époque autour de narratifs, donc de croyances. C'est ça qui les réunissait et qui faisait qu'ils étaient capables de vaincre les autres tribus ou des adversaires. C'est leur capacité à travailler en groupe, parce qu'individuellement, ils n'étaient pas spécialement plus forts que les lions ou les tigres ou les autres animaux. Mais Sapiens s'est imposé par sa capacité à se regrouper autour d'un narratif. Donc, du point de vue darwinien, on est beaucoup sur la croyance. Et puis, il y a quelques gens, moi je dis il y a 10% de la population qui est plus sur la preuve, et c'est eux qui font avancer, en fait. Le progrès vient d'eux. Parce que la croyance, t'es scotché dans le passé, dans quelque chose qui évolue pas beaucoup, ou qui évolue lentement, alors que quand tu cherches des preuves, quand tu cherches à comprendre comment fonctionnent les choses, bah là, tu découvres, c'est là où tu inventes des choses. Et donc, je pense qu'il y a, effectivement, Bitcoin, c'est pour ceux qui cherchent des preuves, qui sont innovants, et c'est ceux-là qui font avancer le monde, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai assez confiance dans l'avenir, parce que Bitcoin sera la monnaie des gens smart. Donc ça va leur donner de la puissance. Et si c'est les gens smart qui sont puissants, c'est mieux que si c'est des gens moins smart, on va dire. Ou des gens contrôlés. Ouais, qui sont sous contrôle des autres. C'est une bonne façon, mais de toute façon, ça prouve bien que quand tu dis le conseil, c'est d'étudier Bitcoin, en fait, en étudiant Bitcoin, l'avantage, et c'est peut-être ça qu'on sous-entend, c'est que ça soulève plein d'autres questions et Exactement, ça permet de challenger, de comprendre le rôle de l'énergie dans la monnaie. Ça permet de positionner preuve de travail, preuve d'enjeu. Aussi, voilà, pour comprendre quelle est la différence entre Bitcoin et les autres. En fait, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, ça. Plein de questions que les gens se posent, qui en fait directement, on pense pas qu'il y a forcément un lien avec ce dont on vient de parler ou ce que tu couvres dans le livre, mais qui répond à ces questions-là, la différence entre Bitcoin et les autres crypto-monnaies, le rôle de Bitcoin dans la société, le lien entre l'énergie et la monnaie, et donc Bitcoin, etc. etc. Donc voilà, l'énergie face cachée de la monnaie. Pour ceux qui nous regardent, le livre ressemble à ça. Il est disponible où, du coup, à la Fnac, tu m'as dit? Fnac, Amazon et en librairie sur commande. En librairie sur commande. Voilà, super. Mais en tout cas, on va terminer là-dessus. Merci déjà d'être venu sur Comprendre Bitcoin. Pour ton accueil. Avec grand plaisir. C'était super intéressant. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. On arrive du coup à la fin de cet épisode. Merci à tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui nous écoutent. On compte sur vous pour nous mettre un like, pour nous mettre un commentaire. Comme ça, nous, on essaie de lire tous vos commentaires. Si vous avez encore une fois des invités que vous voulez voir sur l'épisode ou des sujets que vous voulez qu'on couvre, n'hésitez pas à nous le dire et on fera en sorte de livrer derrière. Et aussi, abonnez-vous, comme ça vous ne raterez pas les prochains épisodes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très vite dans un prochain épisode.